Et au Niger, depuis les indépendances, la chefferie a été un acteur stratégique de la scène politique. Et ce qui fait en sorte que le chercheur se pose des interrogations sur les raisons de ce positionnement qui semble défier autant le temps que le mode de la pensée politique. Alors, à Zander, bien que la chefferie traditionnelle, bien qu'elle soit un acteur stratégique entre l'État et la population, cependant, on constate une forte implication du politique dans la gestion du pouvoir traditionnel. Et cette implication du politique, ou disons, cette politisation de la chefferie traditionnelle, semble être un avatar de la démocratie qui semble gangréner tous les secteurs de la vie, et syndicats, société civile, religion. Mais ce qu'il est important de comprendre ici, l'important n'est pas de se lancer dans ce débat, malgré toute l'importance qu'il faut le reconnaître, mais d'expliquer la politisation des chefferies traditionnelles au Niger, plus précisément celle de la ville des Anders. Alors, c'est ce qui nous amène à poser un certain nombre de questions. La question principale, c'est comment peut-on expliquer la politisation du sultanat des Anders? Et de cette question de recherche en découlent 3 questions subséquentes. La première question subséquente, c'est quelles sont les raisons explicatives de la politisation du sultanat des Anders? La seconde question, c'est quel est l'impact de la politisation de cette chefferie sur le pouvoir traditionnel? Troisième question, donc cette politisation impacte-t-elle sur le rôle du pouvoir traditionnel? Et conformément à ces questions, nous avons émis un certain nombre d'objectifs. L'objectif général poursuivi à travers cette recherche est d'expliquer la politisation de la chefferie traditionnelle de la région des Anders et son impact sur le pouvoir traditionnel. Premier objectif spécifique, c'est ressortir les raisons explicatives de la politisation de la chefferie traditionnelle à Zander. Deuxième objectif, c'est mesurer l'impact de la politisation de cette chefferie sur le pouvoir traditionnel. Troisième et dernier objectif, c'est vérifier l'impact de cette politisation sur le rôle du pouvoir traditionnel de la région des Anders. Alors, pour répondre à ces questions de recherche et atteindre les objectifs assignés à cette recherche, un cadre théorique de référence s'impose. Et selon Jean-Michel Berthelot, dans l'intelligence du social, il ne peut avoir en sciences sociales des constatations fructueuses sans l'élaboration d'un cadre théorique de référence. Et le cadre théorique de référence utilisé dans cette recherche est la théorie causale. Et selon cette théorie, les raisons déterminantes d'un fait social sont à rechercher parmi les faits sociaux antécédents. Et Jacques Mann, quant à lui, a élaboré un certain nombre d'exigences auxquelles cette théorie doit nécessairement se soumettre. Et la première exigence, c'est le déterminisme au sujet duquel il n'y a pas de fait sans cause. La deuxième exigence, c'est le localisme au sujet le localisme qui stipule que la causalité agit de proche en proche et il n'y a pas de causalité à distance. Et la troisième et dernière exigence, c'est l'asymétrie temporelle où la cause précède toujours les faits. Et conformément à ce cadre théorique de référence, nous avons utilisé le modèle relationnel qui nous a permis d'établir une relation entre la politisation des chefferies traditionnelles et l'impact de cette politisation sur le rôle et le prestige du pouvoir traditionnel. Nous ne pouvons pas mener une telle recherche sans pour autant faire recours à des préalables méthodologiques. Alors, dans un premier temps, nous avons fait une recherche documentaire qui nous a permis de nous situer. Et la méthode qualitative a été utilisée à travers le guide d'entretien. Nous avons aussi utilisé l'observation. Et dans cette recherche, les unités statistiques utilisées sont, dans un premier temps, nous avons enquêté le notable du sultan Kakali, du sultan Aboubakar, le premier sultan qui a été débarqué en 2001. Les notables du sultan Kakali, le sultan qui a été débarqué en 2011 à l'arrivée de Mamadou Issou au pouvoir, quelques leaders d'opinion et administratifs, et quelques citoyens qui observent de près ou de loin l'implication affichée du pouvoir moderne dans la gestion du pouvoir traditionnel. Et concernant le lieu d'enquête, nous avons fait l'enquête d'abord dans le quartier Berni, là où le sultanat est implanté, et ensuite dans d'autres quartiers traditionnels, Garmala et Zango, où la population est imprégnée de la situation. Nous venons à l'essentiel des résultats. Alors, sens et signification de la chefferie traditionnelle. Donc, la chefferie traditionnelle est une institution qui dérive des sociétés politiques et des États qui existaient en Afrique avant l'indépendance. Et il faut savoir que le concept traditionnel a été utilisé dans deux sens. Le premier sens,
il a été utilisé par le colon pour distinguer l'administration coloniale de ses formes de gouvernance, mais le second sens, c'est pour démontrer que cette forme de gouvernance est dépassée ou elle est caduque. Et au Niger, selon la loi numéro 2015/01 portant statut de la chefferie traditionnelle dans la République du Niger, la chefferie traditionnelle est définie comme étant une institution qui regroupe l'ensemble des chefs traditionnels dépositaires de l'autorité coutumière. Et pour une raison de neutralité, pour une question de neutralité, l'article 26 du même statut stipule que les fonctions des chefs traditionnels sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat politique ou syndical. Les chefs traditionnels est astreint aux obligations de neutralité, de réserve et d'impartialité. Donc, les chefs traditionnels, de par l'autorité qu'ils incarnent, doivent se comporter en tout comme un digne et loyal responsable. Là, c'est ce qui dit le statut. Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il réellement dans la réalité? Invasion de l'espace politique par le pouvoir traditionnel. Alors, pour comprendre la dynamique d'incrustation du pouvoir traditionnel dans le champ politique nigérien, il faut se référer au contexte d'avant l'indépendance. Il faut savoir que la chefferie a joué un rôle déterminant dans le jeu politique entre la Seconde Guerre mondiale et l'indépendance. Elle a été non seulement au cœur des revirements qui ont géré le pouvoir à l'époque, son soutien a été déterminant dans l'accession de Djibo Bakary en 1957 à la vice-présidence issue de la loi cadre. Il a été autant pour Diori Hamani en 1958. Et il faut aussi dire qu'elle a aussi apporté son soutien au parti PPNRDA pour son accession au pouvoir. Donc voilà en résumé l'implication du pouvoir traditionnel dans les questions politiques au Niger, même si peut-être il est prématuré de parler de la politique dans un contexte post-démocratique. Alors, avec l'avènement de la démocratie, on constate de plus en plus une politisation affichée des chefs traditionnels. Et ce qui est cependant paradoxal, cette politisation prend de plus en plus d'ampleur. Ça prend d'ampleur. Mais un cas particulier et spécifique est celui du sultanat des Anders, l'un des grands pouvoirs du Niger. Il faut savoir que le sultanat des Anders détenait le pouvoir de tous les chefs traditionnels, pouvoir qui est aujourd'hui détenu par le sultanat de Dosso. Et ce déclin du pouvoir traditionnel de la région des Anders nécessite alors quelques interrogations. Pourquoi le sultanat des Anders a-t-il suivi une telle rétrograde? Pourquoi semble-t-il que le pouvoir traditionnel des sultanats des Anders subit une politisation accélérée, contrairement aux autres, apparemment au même niveau de politisation? En quoi, si politisation il y en a, celle des Anders attire-t-elle l'attention des observateurs et des scientifiques? Ce qui nous amène au point suivant, à la recherche des raisons de politisation du sultanat des Anders. Alors, pour répondre à cette question, il faut être prudent ou observer ce que Max Weber appelle la neutralité axiologique, ou dans la logique de contemporain français, la vigilance épistémologique. Parce que l'expression politique est à la mode à Zander, et c'est ce qui se véhicule dans les sens communs. Et c'est ce qui se véhicule dans le sens commun. Force est de constater que depuis quelques années, le sultanat des Anders est devenu le théâtre d'un jeu politique, à la lumière de plusieurs enquêtés qui pensent que c'est évident qu'il y a politisation parce qu'Ousmane, un des leaders du sultanat, aurait lui été la vedette. Et une autre raison que le sultan Takali n'a pas commis de faute et il a été débarqué du pouvoir à l'arrivée de Mohamed Issouf au pouvoir, dans le seul but d'avoir la popularité à Zander. Le chef change de position en fonction de leurs intérêts et du gouvernement en place pour faire plaisir aux autorités en place, conserver leur trône, gagner des profits financiers et surtout bénéficier de la largesse du gouvernement. Mais le cas du sultanat des Anders est un cas tout à fait distingué et particulier de politisation ces derniers temps. Là, c'est des propos que nous avons recueillis lors des enquêtes. Alors, la question qui se pose, est-il à présent suffisant de parler de politisation? Donc, pour répondre à cette question, nous avons fait des entretiens dans les deux camps concernés. Le premier entretien a été conduit au sultanat des Anders et nous avons fait l'entretien avec le SG du sultanat des Anders. Et il nous a effectivement parlé qu'il y a la politisation parce qu'il nous dit qu'il y a bien sûr politisation depuis la visite du président
Et il faut savoir que cette politisation a commencé depuis 2001 suite à la visite du sultan Aboubakar en Libye. Donc c'est suite à une crise de leadership qui a pris naissance suite à la visite du sultan Aboubakar en Libye, au retour de laquelle le sultan Kadhafi effectuait une autre à Zander. Ce qui a fait en sorte que le président Tanja était obligé de se déplacer à Zander pour lui faire honneur. Il y a bien sûr politisation depuis la visite du président libyen qui avait promis au sultan de Zander 3 choses. La construction de la route transsaharienne, la construction d'un abattoir moderne et d'un aéroport international. Les rivalités ont commencé avec la complicité de certains hommes politiques de la région. Certains frères du sultan actuel, soutenus déjà par certains hommes politiques, avaient écrit une lettre au gouvernement par voie hiérarchique du ministère de l'Intérieur, je crois. La lettre selon nos sources avait écrite à Birningaure où certains griffes ont été reprochés au sultan. Il a été ainsi déchu du pouvoir. Et le second entretien a été fait avec le fils du sultan Kakali. D'abord, il nous dit que son père est un militant du parti CDS Rahma, dont le président occupait le poste du président d'Assemblée en 2001, sans montrer que la politisation, il nous dit, contrairement à ce que les gens pensent, l'accession au pouvoir de mon père n'a aucun lien avec son appartenance au parti d'Ousmane. Le débarquement du sultan Aboubakar est la conséquence de ces actes que ses propres demi-frères ont relatés dans une lettre que tout le monde connaît. Parmi tous ceux qui pouvaient prétendre au pouvoir, mon père était le plus sage et le plus respecté. Je vous avoue, il est le seul sultan démocratiquement élu. Avec l'arrivée du pouvoir actuel, voulant simplement et politiquement les débarquer, sans lui ne brandir aucune faute commise, rétablissent le sultan qu'il veuille. Ce qui est curieux, cela est intervenu dès l'arrivée du gouvernement actuel. Alors, à la conquête de l'intérêt, donc il faut savoir, en dehors des raisons internes qui expliquent ou qui peuvent expliquer la politisation de la chefferie des Anders, il y a aussi d'autres raisons internes qui peuvent expliquer cette politisation des chefferies, sans écarter le sultanat des Anders. Donc l'intérêt au centre de la politisation. Et d'une façon ou d'une autre, l'histoire des Anders, du sultanat des Anders est caractérisée par une politisation latente. Et ce qu'il faut comprendre à ce niveau, même si leur statut, le statut des chefs traditionnels, les oblige à observer une neutralité dans le fait, cela n'est pas le cas. Et à titre illustratif, le chef de canton de Gouna a lancé un appel public à ses administrés pour qu'ils votent en faveur du parti au pouvoir en 2011. Donc, c'est pour dire que certains chefs traditionnels se déguisent en partisans de partis politiques. Et à ce niveau, on peut se référer à Fanon, qui a écrit ironiquement peau noire, masque blanc, pour dire que ces leaders politiques sont des militants d'un parti, peuvent être des militants d'un parti qui défendent leurs intérêts. Et depuis l'affaire de 2011, l'accès au pouvoir semble n'avoir aucune garantie à Zander. C'est-à-dire, à chaque fois, on constate, à chaque fois que le gouvernement change, les chefs traditionnels changent. Et la lutte de sauvegarde de l'intérêt semble être une variable à deux opposés. C'est-à-dire à deux sens. Du côté du pouvoir traditionnel, il s'affilie à des partis politiques pour préserver ou pour conserver leur trône, et de l'autre côté, le leader politique les considère comme étant des grands électeurs qui peuvent continuer la voie en leur faveur. Maintenant, nous venons aux impacts de la politisation du sultanat des Anders. Le symbole du sultanat, un cachet dépassé. Alors, il faut dire que l'observation utilisée dans cette recherche nous a permis de faire des visites au niveau du sultanat. Et nous avons visité les portes de sanction, le tambour est le symbole qui sont dessinés à la porte du sultanat, qui représentait le pouvoir absolu du sultan.
Ici, le couteau rouge représente le sultan avec le plein pouvoir d'appliquer la charia. La peau représente le bouclier traditionnel de guerre. La flèche représente la guerre par extension, le pouvoir. Et le bâton, c'est l'instrument traditionnel que le chef coutumier utilise comme camp de pouvoir. Alors, avec l'avènement de certains, c'est-à-dire le pouvoir est centralisé au niveau du sultanat. Et le sultan a le plein pouvoir de prendre une décision dans la région. Mais avec l'avènement de certains événements, dont entre autres la marche anti-Charlie et l'événement scolaire, l'on relève l'effet pervers dans la gestion du pouvoir. Parce que ni le sultan, ni le pouvoir moderne, ni le sultan qui était considéré dans le temps comme un chef religieux, la personne la plus respectée, n'a pu rétablir l'ordre à la date de vendredi. Et c'est ce qui nous confirme certains enquêtés. Dans le temps, si un chef traditionnel parle, on l'écoute ou on le respecte. S'il interdit de faire quelque chose, personne n'ose le contredire. Mais aujourd'hui, à cause de la politisation du pouvoir traditionnel, ce dernier a perdu tous ses pouvoirs et prestiges vis-à-vis du peuple. À titre illustratif, lors de la manifestation scolaire affaire Mekanti et l'événement anti-Charlie, malgré le message du sultan pour préserver la paix, il a fallu l'intervention du Premier ministre accompagné des leaders religieux locaux pour calmer la tension. C'est-à-dire aujourd'hui, dans la région des Anders, c'est les leaders religieux qui ont ces pouvoirs. Le chef traditionnel, le sultan, a perdu tous ses pouvoirs grâce à son implication dans la politique. Et cette implication a commencé depuis 2001. De la participation politique à la diminution du prestige social. Alors, à ce niveau, nous avons souligné que la colonisation a de façon générale bouleversé le pouvoir traditionnel africain. Et si l'arrivée de colons a eu un impact sur le pouvoir traditionnel, la démocratisation et la décentralisation en ont aussi leur part. Parce que les chefs traditionnels voient leur parti de pouvoir comme compromis, donc ils cherchent ils se déguisent et ils partent vers la conquête du pouvoir. Donc la démocratie amène les chefs de plein pied dans la politique. Et cette pratique est mal vue par le peuple et réduit le prestige du sultan qui était dans le temps plus considéré. Dans le temps, quand il dit une chose, la population adhère. Mais aujourd'hui, grâce à l'implication, à leur implication dans la politique, c'est-à-dire même se tâche, même je ne sais pas comment dire ça. Oui, d'accord. De ce fait, il est dans la logique de Nola, c'est-à-dire un sujet juridique non identifié. Alors, conclusion. La politisation des chefferies ainsi devient un fait réel au Niger avec surtout le recours des anciens fonctionnaires dont certains avaient occupé des postes politiques. Cette politisation semble être au même niveau avec le même intérêt à défendre. Celle qui amorce une avancée sur les autres est le sultanat des Anders avec des soubresauts connus ces dernières années et en toute vraisemblance continue d'en subir. La question qu'il faut se poser reste à savoir si avec la création du ministère de la Renaissance culturelle au Niger, on peut alors fonder l'espoir quant au retour du rôle culturel dévoué aux chefs traditionnels et en extension le regain du pouvoir originel. Alors, je vous remercie.